La deuxième est très prometteuse, c'est celle qu'on essaie de développer nous depuis 3 ou 4 ans, c'est d'utiliser les bases du centre 15. Les centres d'appel, donc le SAMU départemental. Et donc là encore, il y a une grande hétérogénéité entre les régions. Et dans les départements où ça colle pas mal, c'est très intéressant. C'est très intéressant qualitativement. C'est-à-dire qu'on a repéré que ça représente 75% du phénomène. Donc voilà, quantitativement, c'est bon, parce qu'on l'a repéré, on a fait ça sur 10 ans, on voit bien qu'il y a une stabilité, on a fait une enquête un jour donné sur toute la région, l'année d'après on a fait une enquête une semaine donnée avec les secteurs de santé mentale et les urgences. On a bien vérifié qu'on est toujours dans ces 75% des phénomènes. Qualitativement, ça ne vaut pas tripette. Épidémiologiquement, ça n'a pas de valeur. Mais il semble qu'on a un indicateur là, qui soit. Mais cet indicateur, il est terrible, et il est très précieux, parce que je vous signale qu'il y a un appel au SAMU, il est daté et géolocalisé. Et il est enregistré. Donc si un jour un directeur d'agence vous dit, bah, tiens, on a mis une équipe de 6 infirmières à l'hôpital de Vermont, je ne sais même pas s'il y en a, il y a 5 ans, c'est quoi la différence avant-après? Aujourd'hui, on peut le faire, avec ce chiffre-là, parce que c'est mémorisé. Bon, allez, je suis trop long. On franchit les portes d'un service d'urgence, et c'est sans doute un rendez-vous à ne pas manquer. Je vais aller très vite, je suis désolé là-dessus. Simplement pour dire, je suis absolument frappé de voir et de lire à quel point, aujourd'hui, il est bien décrit comment il faut faire pour bien accueillir quelqu'un et son entourage après une tentative de suicide. Comment on peut faire dans les services d'urgence qu'on a aujourd'hui, dans des contraintes budgétaires qu'on connaît, pour essayer de travailler au mieux. Tout ça, c'est bien balisé, c'est bien écrit, et pourquoi on ne le fait pas? Alors pourquoi on laisse à la liberté d'hommes ou de femmes, comment dire, pourquoi il n'y a pas une contrainte à bien travailler alors qu'on sait comment il faut faire, avec des exigences budgétaires qui sont comment dire, comprises, c'est pas, je sais pas, un discours d'enfant gâté, ça je suis frappé, je passe. Organiser l'accueil du suicidant, celui de son entourage, ça a valeur de recommandation depuis 1998 sur la conférence de consensus en ce qui concerne le jeune suicidant, étendu en 2000 à toutes les tentatives de suicide. Voilà, je vais directement sur le bas de la diapo, c'est Roland Gouet, donc en Pays de Loire, qui avait bien montré ça, puisqu'il avait fait un audit sur 76 centres hospitaliers en reprenant ce fameux référentiel qu'on a tous utilisé en EPP. Et il montrait que si sa valeur de recommandation, c'était très perfectible. On était à moins d'1 sur 2 dans les faits avant, au premier temps de l'audit, et après une simple sensibilisation sur la question, on montait un peu. Alors je fais une première, je fais la seule parenthèse, pas une première parenthèse. C'est que, donc avant d'être professeur, on fait aujourd'hui une mobilité obligée en recherche, ou en clinique, ou en pédagogie. Et moi je l'ai faite à Créteil. En fait, la mobilité est d'1 an, mais j'en ai fait 5, je dois pas être doué. Mais donc j'ai eu un contrat d'interface avec l'INSERM, j'ai travaillé avec Frédéric Rouillon, Marion Leboyer, surtout Frédéric Rouillon, à Créteil. Et donc à l'INSERM, qui accueillait une équipe d'épidémiologie des conduites suicidaires, autour de Françoise Casadebel. Et à l'époque, il y a un monsieur qui s'appelle Michel Anus, qui avait organisé la première conférence de consensus du retentissement des conduites suicidaires sur l'entourage des suicidés et des suicidants, qui a organisé cette conférence qui était assez attendue, qui a eu lieu d'ailleurs. Donc l'INSERM était chargé, conférence de consensus, l'INSERM rentre en scène avec son département d'expertise collective pour organiser, étayer, voire inviter certaines personnes. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il était frappant de voir qu'il y avait certains travaux autour du retentissement du décès par suicide sur l'entourage. Il y a de la littérature à travers le monde, il y a même beaucoup d'éléments. Et il n'y en avait pas du tout du côté du retentissement d'une tentative de suicide. Alors bien sûr, on peut se dire, c'est pas la même chose quand même. Il y en a un, il est vivant, l'autre, il est mort. Un suicidant, il est vivant, le suicidé, il est mort. Donc le retentissement, oui, on peut comprendre qu'on s'y soit moins intéressé. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas intéressé du tout? Il y avait un travail de 1999, suédois, qui n'était même pas prospectif, c'est voilà, un centre de suicidologie qui avait suivi une cohorte d'environ une centaine de suicidants, quasiment exhaustifs sur une période, qui au bout d'1 an avait rappelé les familles
en leur disant pendant cette année qui vient de passer, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles, lesquels, à quel moment, comment vous allez aujourd'hui. Vous voyez, du rétrospectif, mais exhaustif. C'était assez intéressant. Avec un résultat fort qui était 85% des entourages proches des suicidants avaient passé le cap, avaient tourné la page un an après. Voilà, le résultat que ce travail de Mining var. Donc dans l'idée de la conférence de consensus du retentissement des conduites suicidaires en général, l'INSERM nous a chargé, cette équipe d'épidémiologie en suicidologie, d'étudier cette question. Et ça a donné, alors c'est pas très joli nom, surtout quand on le prononce, il me tape, enfin bon. C'est l'impact de la tentative d'autolyse sur les proches. Hein. Alors voilà, donc c'est un travail qui a été collaboratif, évidemment, qui a été mené à l'INSERM et à l'Organisation mondiale de la santé, et que l'INSERM a voulu comme médico-économique. Donc, dans le médico, on a le retentissement psychique et le retentissement somatique, et dans l'économique, on a les sous. Moi, ça m'intéressait parce que j'ai dû conduire ce travail dans 11 centres français. Il y a un PHRC à la clé, évidemment. Et puis, c'était la première fois que je faisais du médico-économique, et j'ai trouvé ça passionnant. J'ai rencontré des gens formidables, notamment ces gens de l'Institut de recherche en documentation et d'économie de la santé. À l'époque, on disait CREDES, aujourd'hui on dit IRDES, et c'est vraiment une administration tout à fait, pleine de ressources et de choses passionnantes. Donc l'objectif principal de cette étude-là était de mesurer l'impact médico-économique d'une tentative de suicide sur les proches au cours des 12 mois qui suivaient la tentative repérée. Bon, il y avait un objectif secondaire en termes de stress traumatique et de détresse psychique qui, moi, m'a passionné, c'était l'originalité du travail. Je ne vous en parlerai pas aujourd'hui pour des questions de temps, pour rester centré sur mon sujet. Donc on incluait bien évidemment des suicidants, puisque c'était le repère initial, mais après quelques temps de mesure, pour quand même qualifier la cohorte qu'on allait réunir, très vite, on demandait l'autorisation à un suicidant. D'abord, on lui demandait s'il était entouré ou pas. Et s'il était entouré, on lui demandait l'autorisation de contacter un de ses proches pour rentrer dans ce travail. Donc le proche devait être avec plus de 18 ans, vous savez lire. Alors, c'est une notion du proche critiquable, enfin, il faut faire des choix quand on fait de la recherche, surtout quand elle est très standardisée. On a pris la définition de l'INSEE, parce qu'on allait se comparer ensuite à une cohorte de Français moyens, si j'ose dire, de ménages français moyens, et eux avaient ce critère-là, étape les proches dans ces travaux-là, les gens partageant le même toit. On est d'accord que moi j'ai d'autres idées, enfin, personnellement j'ai d'autres proches que cela. Peut-être que j'ai une trop petite maison. Voilà, donc c'est la définition qui a été retenue dans ce travail. Donc un échantillon, vous voyez, 171 ménages sont ainsi inclus dans 11 centres en France, il y en a un peu partout en France, et qui vont être comparés à une cohorte. Alors il faut savoir que l'IRDES entretient un échantillon vivant de 20 000 ménages français qui sont affiliés à la Sécurité sociale, à la MSA, au RSI, enfin bref, qui représentent 95% des ménages français, de la réalité des ménages français, en termes de recours de soins, consommation de soins, état de santé, recours à la santé. C'est ça leur credo, si j'ose dire, leur raison d'être. Donc dans cet échantillon, ils le rafraîchissent par moitié tous les 2 ans. Donc 10 000 tous les 2 ans sont rafraîchis. Donc on a profité d'un rafraîchissement pour calquer leur façon d'évaluer ces 10 000 ménages et la façon dont on a évalué les ménages suicidants. Ce qui nous a permis, pour chaque ménage suicidant, de trouver 3 témoins les plus proches possibles dans la base des ménages français. Alors c'est assez intéressant parce qu'on a pu apparier assez finement. Vous savez déjà qu'on peut apparier sur l'âge et le sexe. Alors sur l'âge et le sexe c'est très important quand on fait de la suicidologie, mais déjà âge et sexe c'est déjà très... Là on apparie sur 5 degrés, âge, sexe bien sûr, mais niveau d'études, accessibilité des recours de soins et niveau socio-économique. La cohorte réunie, vous l'avez sous les yeux, tout ça pour dire quoi voilà, 51% de primo-suicidants, 20% primo-récidivistes, ils en ont fait qu'une avant, 30% plus de 2. Pour montrer que c'est bien une cohorte de vrais suicidants, une vraie cohorte. Mohamed en a un petit peu parlé. Sur 100 primo-suicidants, 40 vont récidiver une fois dans leur vie. Ça veut dire quand même qu'il y en a 60 qui en font qu'une. Et sur les 40 qui récidiveront, allez, moi je dis environ la moitié dans l'année qui suit.
D'accord? Donc quand vous voyez une cohorte de suicidants, regardez toujours le pourcentage de primo-suicidants, et il doit se trouver autour de 50% si la cohorte en question est une cohorte de la vraie vie. Bon, létalité du geste, ça c'est un peu moins la vraie vie, on a un peu trop de tentatives de suicide élevées, mais il y avait un objectif secondaire centré sur le stress post-traumatique, et je pense qu'il y a eu un biais de sélection des tentatives de suicide les plus graves qui, elles, n'ont pas du tout échappé. Bon, il devrait y avoir beaucoup plus de faibles et de moyennes par rapport à l'élevé dans la vraie vie. Bon, pour des raisons de sélection, partageant le même toit, quand un suicidant était entouré, dans 73% des cas, c'est le conjoint. Donc voilà, une des limites encore, sans doute à l'interprétation finale. Les proches en question sont trois quarts des cas le conjoint. Bon, j'accélère encore un petit peu là-dessus. Vous voyez qu'on retrouve à peu près le même pourcentage que le travail initial de Mining va. 81% des sujets à 1 an disent on a tourné la page, on va plutôt bien. On n'a pas de problème de santé psychique. Là, on utilisait une échelle de morosité, c'est une échelle québécoise. Donc, je trouve que c'est assez amusant. Enfin, bref, il ne se disait pas morose. Dans 81% des cas, donc un pourcentage tout à fait comparable au seul travail qui était à notre disposition. Encore une fois, les vraies bonnes questions quand on est clinicien, c'est qui sont-ils 1 an avant et comment on peut les repérer quand on rencontre un suicidant. Bon, j'ai pas le temps de développer cet aspect-là parce que c'est du côté du stress traumatique qu'on a la réponse. Alors je vous emmène un petit peu. Donc ces gens, dans 81% des cas, ils disent on n'a plus de soucis, on a passé le cap. Et effectivement, quand on mesure leur consommation de soins, leur recours de soins, on trouve ça. Pas plus de recours aux généralistes avant-après. 1 an donc avant et 1 an après, exactement la même chose. Pas plus de recours aux spécialistes, quels qu'ils soient, le gastro, le radiologue, tout ce que vous voulez, mais aussi le radiesthésiste, le curé, le rebouteux. On avait pris tous ces recours de soins que la population française peut utiliser. Pas de différence avant-après. Donc grande cohérence entre ce que disent la majorité des gens, 81% disent on a passé le cap, et puis ce qu'on mesure en termes de contact de soins. Ben oui, mais on tombe là-dessus. C'est-à-dire qu'après, on se retourne vers la Caisse nationale d'assurance maladie avec laquelle on travaille dans ce genre de travaux, dans ce genre de projet, et on a la consommation de soins de ces gens en question. Et on tombe sur un facteur d'augmentation de 2,37. C'est beaucoup 2,37. C'est-à-dire que c'est des gens qui vous disent aller bien, qui vont pas voir plus les professionnels du soin ou de la santé au sens large, et qui, comment dire, absorbent 2 fois plus de médicaments, à l'insu de leur plein gré, si j'ose dire. C'est quand même troublant. Et vous voyez que cette augmentation concerne tout type de médicaments, c'est pas que les psychotropes, et qu'elle apparaît dès le 3e mois, qu'elle reste stable ensuite. Alors que l'IRDES, entre autres rôles, vous fournit par an le coût moyen consacré aux médicaments d'un ménage français. Donc en 2009, où on a mené ce travail, c'était 549 €. Donc un ménage français moyen, un français moyen, pas un ménage, un français moyen, consacrait 549 €. Donc une surconsommation de 2,37 dans multiplie, ça fait 1300. Un ménage de suicidant, c'était environ 3,2 proches. Un petit peu plus qu'un ménage français classique qui était environ à 3. Donc j'enlève le suicidant, donc ça fait 2,2, on multiplie. 180, je n'avais pas compté 200 000, c'est vraiment pour emmerder le monde. Donc 195 000 tentatives de suicide, c'est le chiffre qu'on avait à l'époque, que je multiplie par 58% parce que dans 58% des cas seulement, le suicidant était entouré. Il ne faut pas quand même multiplier par 100% parce qu'il y en a qui n'étaient pas entourés. Et on arrive à quoi? Ça c'est par an, Là c'est vraiment par an. 323 millions d'euros par an de surconsommation médicamenteuse. Moi, je trouve que c'était ça qui donne vraiment le vertige. Quand M. Sarkozy avait annulé cette disposition fiscale qui faisait qu'un veuf pouvait maintenir sa part pendant très longtemps, ça avait rapporté 300 millions d'euros à l'État. Bon, en une fois. Fermez la parenthèse. Donc tout ça pour dire que l'accueil à l'urgence, c'est l'accueil du suicidant, bien évidemment. Il y a déjà du travail, mais c'est aussi l'accueil de son entourage. Et la moindre des questions, c'est que vous avez vu dans 58% des cas dans l'étude d'avant, il y avait un entourage. Donc, la première question, existe-t-il un entourage? Pourquoi il n'existe pas? Je dis, s'il n'existe pas,
on rentre dans un cas de figure où peut-être il y a des prises en charge un peu différentes à entrevoir. Cet entourage est-il suffisamment bon, vous savez, au sens de good enough de Winnicott, hein, la mère suffisamment bonne. Cet entourage est-il suffisamment prêt, parce qu'il peut être bon. Il vient de quitter celui qui a interrompu ou voulu interrompre sa trajectoire à un moment, et on lui propose de le réinjecter exactement dans le même endroit, dans les mêmes circonstances, 12 heures après. Donc même s'ils sont tout à fait bons, je vais dire au sens de Winnicott, est-ce qu'ils sont suffisamment prêts à ce moment-là? Et quatrième question, la seule vraiment cliniquement pertinente, faut-il prévoir d'accompagner cet entourage-là, pas en général, hein, mais ceux que, moyennant ces trois premières questions, on aurait pu repérer comme, tiens, là, il y aurait peut-être quelque chose à faire pour cela. Je ne vous dis pas qu'il faut prendre en charge l'entourage de tout le monde. D'accord? Bon, ça me paraît fondamental, ces questions-là. Elles doivent être... Bon, après, c'est des choses que vous connaissez mieux. Du passage à l'acte au passage en mots, qui n'est certainement pas qu'une consultation de tri ou d'orientation. Si on s'en tient à ça, les relais, quoi qu'on propose, sont tenus dans à peine 10% des cas, et sur les 10% des cas qui tiennent à un premier rendez-vous, 1 sur 2 ne reviendra pas à un deuxième. Donc voilà, c'est clairement, c'est un temps qu'il faut vraiment prendre très au sérieux. Des situations souvent complexes, qu'on accueille dans des endroits pas toujours, comment dire, idéal pour ce genre, pour aborder calmement ce genre de problématique, et donc avec toujours cette pression du temps, hein, dans ces services d'urgence. Et pourtant, du temps, il va falloir en prendre. Alors si vous dites ça à votre urgentiste, bon déjà il ne vous écoute plus, il est parti, il claque la porte, il a sans doute raison, parce qu'il a des contingences et des pressions, c'est ça sa vie. Hein. Donc moi je vous conseille de parler des temps, plutôt que du temps. Parce que le temps il connaît, les temps il peut entendre. Parce que lui aussi il a ces temps-là. Le temps du diagnostic, le temps de l'accrochage, le temps de la proposition de traitement, le temps de la sortie. Enfin ça c'est des trucs qu'il comprend très très bien. Et quand vous parlez comme ça, alors bien sûr que vous jouez au chat et à la souris, parce qu'il doit bien comprendre que plus vous multipliez les temps, plus ça consomme du temps. Mais bon, je pense que c'est plus le respect de ces différents temps, celui du lien, celui de l'évaluation, celui des propositions qui est important, plus que le nombre de minutes ou d'heures qu'on a passées. Alors j'en suis convaincu. Alors premier temps, le temps du lien, avec cette question qui est de l'ordre de l'hygiène mentale, quand on fait de la santé mentale aux urgences. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Pourquoi il n'y a pas eu ce geste hier? Pourquoi le geste n'était pas demain? Il y a plein de choses dans ces deux questions. C'est du systémique, hein, mais il y a plein de choses dans ces deux questions. C'est une mine d'informations cliniques, contextuelles. Bon. C'est Xavier Pomeroy, récemment dans un congrès qui, lui, est allé vraiment beaucoup plus loin. Il m'a absolument convaincu, hein, d'aller jusqu'à la scénarisation de la tentative de suicide, c'est-à-dire de lui comparer ça aux experts, hein, les experts Manhattan ou Miami, hein, où on reprend la scène du crime, avec le sujet, mais évidemment. Hein, faites-le au moins une fois, je vous y invite, faites-le au moins une fois, parce que si vous le faites au moins une fois, vous le ferez plein de fois. Tellement c'est riche, tellement vous verrez d'abord que ça ne fait pas de mal au sujet, tellement vous voyez que le sujet retrouve des trucs qu'il est surpris lui-même de retrouver, qu'il retrouve des sens qui sont absolument évidents et que lui n'avait pas trouvé du tout à ce moment-là et qu'il trouve au moment de la reconstitution. Enfin, c'est très riche. Puis dans le pire des cas, il vous raconte un truc très factuel duquel il ne sort rien, et alors, vous n'avez pas fait de mal. Donc vous ne pouvez que gagner quelque chose. Donc à ce côté scène de crime. Bon, on va l'appeler pas ça comme ça. Mais vous m'avez compris, hein, on est entre professionnels, à vous de trouver les mots de clinicien sur le moment. Mais c'est vraiment ça, hein, la contextualisation de la demande. Quand on s'est battu pour avoir des infirmières ou des infirmiers dans les services d'urgence, c'est ça qu'on a vendu. On a dit, voilà, il y a un sujet qui est l'objet des soins. Nous, quand on travaille en psychiatrie ou en santé mentale, on passe de ce sujet qui nous est désigné au contexte dans lequel il y a eu urgence, il y a eu faillite. L'urgence étant toujours un échec. L'urgence, c'est toujours l'échec de quelque chose qui n'a pas marché avant. Donc notre boulot, c'est ça. Et l'infirmière, typiquement, c'est ça qu'elle fait aussi, à nos côtés. À cette époque-là, on a réussi à convaincre. Donc il faut continuer. Bon, c'est un temps thérapeutique en soi, parce que c'est le temps de valider une souffrance. Hein. À travers tout ça, bon, c'est pas trop compliqué hein, de montrer, de marquer à celui qu'on a en face de soi, dit tiens, ça a dû être difficile pour vous. Hein, ça, même dans son paraverbal, il dit, ah oui,
Vous voyez, ce qu'on appelle valider la souffrance de quelqu'un. Donc en soi, c'est une intervention thérapeutique, j'en suis convaincu. Bon. Le temps de l'évaluation, je vais vite. C'est une jolie question. Il y a plusieurs solutions. Moi, celle que je préfère, c'est celle qui est la parole officielle en ce moment. C'est-à-dire le risque, urgence, danger, parce que c'est pas une échelle. Parce que c'est juste un guide d'entretien. Parce que c'est juste un fil rouge qu'on apprend et qu'on a dans la tête. Et il est extraordinaire de voir l'effet que ça fait sur quelqu'un. Moi, je le fais tout le temps en jeu de rôle pour mes internes, chaque promotion de 4e année qui sort. Ils s'en rendent compte eux-mêmes, d'ailleurs, quand ils jouent le malade. Hein, c'est quand on joue le malade dans ces jeux de rôle-là qu'on comprend comment ça fonctionne. C'est incroyable l'effet que ça fait de voir quelqu'un en face qui vous pose un certain nombre de questions, certes avec un peu d'empathie, un peu de gentillesse, hein, sympathie, pourquoi pas, hein, et qui a l'air de savoir où il va. C'est ça le fil rouge. Et une des vertus du RUD, c'est ça. C'est que quand on est formé à cet outil-là, sans qu'on le veuille, hein, sans que ce soit vraiment complètement conscient, on sait, on parcourt quelque chose. On ne dit pas au sujet, bon, maintenant, le facteur individuel, facteur familiaux, l'urgence d'une intervention. On ne fait pas comme ça, parce qu'on laisse venir l'entretien et on prend son truc. Mais on renvoie à l'autre, tiens, ce type-là, ou cette femme-là, dans ce qui m'arrive, et moi je ne sais pas très bien ce qui m'arrive, on dirait qu'il ou elle sait où elle va. Elle sait où elle est. Et c'est, en soi, extrêmement important. Ah, je n'ai pas besoin de me convaincre. J'ai dit que j'allais vite, donc bon. Donc, dernier temps, hein, le temps des propositions. Alors là, il y en a de qui, vous le savez, en fonction du degré d'urgence, du degré de dangerosité de la situation dans laquelle on est, et surtout de ses richesses, de son réseau, des disponibilités en termes de dispositifs de soins ou de collaboration qu'on a. Plusieurs propositions sont possibles. Du réadressage vers les soins ambulatoires, que ce soit le secteur psychiatrique ou la psychiatrie libérale, bien évidemment, M. Clément, il n'y a aucun problème pour moi de ce côté-là. À des dispositifs plus intersectoriels, plus pensés au niveau d'un territoire, ou à des structures de post-urgence plus spécialisées. Je vais en aborder deux tout à l'heure. Alors, critères d'hospitalisation, ils n'ont pas bougé depuis 1975 aux États-Unis. Les voici. Moi, j'ai rien à dire. Autre que, bah ouais, il faut faire ça. Il y a peut-être une ligne qui est un petit peu compliquée, parce que, comment dire, l'association psychiatrique américaine nous dit, si vous avez une de ces lignes, vous hospitalisez. Et il y en a une où il y a marqué « homme de plus de 45 ans ». Et donc, voilà, dans un... Alors, homme de plus de 45 ans, pas qui passe dans la rue, hein, qui vient de faire une tentative, qui vient de survivre à une tentative de suicide. C'est quand même longtemps. Bon, ceci dit, dans l'épidémiologie, c'est ça qu'on a. Hein. Mortalité par suicide, risque de mort dans les 2 ans, homme de plus de 45 ans. Bon, est-ce que, rien qu'à ça tout seul, à vous de voir. Hein. Mais bon, sur le reste, hein, thèse violente presque fatale ou préméditée, sujet psychotique, persistance de l'idéalisme, c'est des choses qui sont évidentes quand on est au quotidien. Alors, 2 exemples. Donc, Mohamed me dit que Évreux est doté d'un centre de crise. Tant mieux, je suis un grand militant des centres de crise. Parce qu'on a été parmi les pionniers de la version française des centres de crise. Parce qu'il y a plusieurs versions des centres de crise. Il y a la version américaine, la première, hein, qui le Kaplan avec un K. Le Kaplan avec un C, c'est celui qui a parlé le premier de notion de crise. La crise du milieu de vie, la crise de la cinquantaine, c'est peut-être la même celle-là d'ailleurs. La crise de l'adolescence, enfin, la crise de ce que vous voulez, un psychologue, psychosociologue. Kaplan, c'est le psychiatre américain, c'est la Bible, c'est le gros pavé. Donc lui, c'est lui qui, le premier, a travaillé sur ces centres de crise, ces centres d'urgence où on pouvait être hospitalisé quelques heures à quelques jours pour organiser des soins. Mais en fait, c'était un pis-aller au moment où les Américains ont fermé tous les hôpitaux psychiatriques en 1960. Hein. Donc les Américains ont laissé fleurir tout ça parce que ça leur permettait de fermer les hôpitaux qui coûtaient très cher. Et puis la plupart des centres américains ont fermé, il y en a certains qui ont survécu encore aujourd'hui. Le premier d'ailleurs, le pionnier, celui de Cincinnati, est toujours ouvert. Bon, et après, il y a des Européens qui, se formant aux États-Unis, ont pris ça et ont remis ça dans la sauce analytique. Plutôt des Jungiens, hein, genre Antonio Andreoli par exemple en Suisse.
donc reviennent en Europe, en Suisse, et mettent beaucoup de sens là-dedans. C'est très intéressant ce qu'ils font. Hein. Ils théorisent autour de la crise en disant, bon, la crise, voilà, c'est un exemple, c'est un modèle de discontinuité. Et la discontinuité, elle s'oppose à la chronicisation des choses. Donc travailler sur ces moments de discontinuité, c'est la meilleure chance de lutter contre la chronicisation des choses. Bon, je vous la fais brève, hein, et pas trop psychanalytique, mais on peut aller plus loin. Hein, dans la reconflictualisation de la compulsion de répétition. C'est très bien théorisé. Hein. Alors, le problème, c'est que les Suisses, Andréoli en tête, vont faire de cette théorie de la crise un système de santé. Un système de santé mentale. Et c'est globalement le système de santé mentale dominant, le centre de thérapie brève suisse. L'autre personnage important européen pour moi, c'est celui qui arrive un petit peu après, 1980, Michel de Clercq. On est à Bruxelles. Bon, l'île Bruxelles, c'est tout près. Hein. Moi, j'habite à 13 km de la frontière belge. J'étais formé chez Michel de Clercq à l'urgence psychiatrique. Michel de Clercq, il prend la conceptualisation psychanalytique jungienne hein, de l'affaire, il va y mettre du systémique là-dedans. Et surtout, il va mettre tout ça à l'hôpital général. Et il va dire que ce n'est pas forcément une politique de santé, c'est un outil, comme un autre. Bon, voilà, le centre de crise à la française, c'est l'héritier des centres de crise belges, mais qui est inclus dans le secteur, qui n'a pas tourné le dos au secteur, qui ne crée pas une métacouche au secteur, et qui vient proposer un outil intersectoriel, certes, hein, à la politique existante. Ceci dit, en cela, on rejoint des Français qui travaillaient sur cette question depuis longtemps, Guy Baillon, Martin et compagnie, qui travaillent depuis 1970, hein, sur les vertus thérapeutiques de l'accueil. Voilà, donc je ne veux pas vous faire l'article, puisque Évreux est donné dans un centre de crise. Il y a des situations où, ben, voilà, ce temps est bloqué, il faut lui trouver un lieu, ces espaces-temps, qui existent aussi dans le privé. Il y en a un centre de crise, en tout cas celui que je connais moi, il est à Rennes, et qui travaille exactement de la même façon. Alors c'est un très mauvais nom, centre de crise, entre nous. D'abord, les patients n'aiment pas. Quand on fait des enquêtes d'opinion, ils n'aiment pas ce mot-là. Hein. On le garde parce que nous, on l'aime bien. Mais les gens n'aiment pas centre d'accueil de crise. Ça, il faut quand même le savoir. Quand même, hein. Et on suppose que le travail de crise, qui est tout un concept, qui est une façon de travailler, va avoir lieu dans ces murs-là. Ça, c'est humain. Hein. Alors que c'est pas vrai du tout. Dans un centre de crise, c'est le premier temps du travail de crise qui va avoir lieu. Enfin, les deux premiers temps. L'accueil et l'interaction de crise. Mais dès qu'une hypothèse de crise est formulée, qu'un travail peut se dessiner, ben le sujet sort, et ce travail, l'intervention de crise en elle-même, elle est menée en ambulatoire. Donc vous voyez, à ces deux réserves-là, le nom n'est pas bon, c'est ça un centre de crise. Voilà encore une structure qui porte bien mal son nom. Hein, les unités pour jeunes suicidants. C'est une tarte à la crème, ces noms-là. Par centre de crise, entre nous, c'est un peu une tarte à la crème aussi. Mais c'est des unités formidables. Il y en a très peu en France. Hein. Les unités pour jeunes suicidants, donc on suppose, ben voilà, ils sont jeunes suicidants, ils ont 13-23 ans ou 15-25 ans, ben parce qu'ils ont fait une tentative de suicide et qu'ils ont 15-25 ans, ils vont dans ces centres-là. C'est pas ça du tout, une unité pour jeunes suicidants. C'est une unité qui a pour but, qui va mettre des moyens, qui va investir des moyens de santé sur un premier geste suicidaire. Un premier geste suicidaire. Dans les 3 quarts des cas. Il y a toujours une tolérance d'un système, des gens qui peuvent revenir une fois ou deux, mais une unité pour jeunes suicidants, ça vise un premier geste suicidaire. C'est quelque chose, ils partent d'un paradigme. Jusqu'alors, quelle que soit la raison, qu'il y ait des troubles mentaux ou pas, ça tenait. C'est la première rupture dans la trajectoire de vie de quelqu'un. Qui, comment dire, est suffisante en elle-même, dire qu'est-ce qui se passe là pour ce sujet et son groupe. Et donc, une des originalités d'un centre pour jeunes suicidants, certes, c'est d'hospitaliser le gamin ou la gamine pendant 15 jours, 3 semaines, mais en même temps, on soigne les proches. Enfin, on reçoit d'abord les proches, et on les soigne s'ils ont besoin d'être soignés. Ce que les Américains appellent les significant others, les autres significatifs. Pour telle famille, ce sera le père et la mère, pour un autre, ce sera la tante, la grand-mère, ou la petite sœur. Peu importe. Et ils sont pris, alors bien sûr, ils ne sont pas hospitalisés en même temps que le gamin ou la gamine. Ils sont suivis en consultation pendant le même temps, dans la même structure, enfin, dans le lieu de consultation de la structure. D'accord ? Et vous voyez que c'est très ciblé. Hein, c'est à haute valeur ajoutée, et derrière, il y a une façon de soigner très spécifique, que le nom ne reflète pas du tout. Unité pour jeunes suicidants, c'est vraiment... Bon, la première, c'est le centre Abadi à Bordeaux, Télé Pomereux. Angers à Duval, très intéressant, à Brest. Hein, il y en a quelques autres depuis. Clermont-Ferrand, il y en a une.
Il y a quelques lits à Saint-Malo, qui n'est pas un CHU, puis bref, il y en a quelques-unes en France, pas beaucoup. Dans le privé, j'en connais pas. Il y a un projet